Bonjour, alors dans cette vidéo, nous allons finaliser notre projet. Donc dans la première vidéo, nous avons vu que nous avons réalisé l'empreinte de notre NE555. Ensuite, nous avons fait la représentation schématique dans Schematic Lib. La dernière fois, nous avons fait le schématique. Aujourd'hui, nous allons passer au quatrième volet pour finaliser un projet PCB. C'est réaliser le PCB. Donc, nous allons cliquer sur le projet, clic droit, Add New to Project, cliquer sur PCB, et nous avons cette fenêtre noire qui apparaît. La fenêtre noire, c'est de notre espace de travail. Alors un peu comme pour l'empreinte, ici nous avons notre repère cartésien, donc l'axe X, l'axe Y, des X, des Y sont les repères relatifs, donc quand je clique ils se remettent à 0, c'est juste un petit rappel. Donc avant de commencer, il faut enregistrer notre document. Donc je vais cliquer directement sur enregistrer. Je vais le nommer NE555, PCBdoc, toujours dans le même répertoire. J'enregistre. Très bien. Donc maintenant, le but de notre manipulation, c'est importer les composants qui ont été intégrés dans le schématique à notre espace de travail. Pour cela, nous n'allons pas apporter les composants un par un, nous allons faire ce qu'on appelle Import Change from Tuto 1. Donc c'est importer les changements qui ont été réalisés dans le projet PCB. Donc quand je clique sur ce bouton, nous avons cette fenêtre qui apparaît. Dans cette fenêtre, nous avons un listing des composants, les différentes connexions, ici les classes des composants, et ici nous avons une room. Aujourd'hui, réellement, nous n'avons pas vraiment besoin de ce composant-là, mais nous allons laisser quand même. Dans une future vidéo, je vous expliquerai à quoi sert cette fonctionnalité. Donc nous allons valider les changements. Donc ici, on voit que le statut il est vert. Nous allons exécuter les changements. Maintenant, on voit ici, en bas à droite, que nos composants ils ont été importés. Je ferme la fenêtre. Et on voit que tous les composants ont été intégrés dans une petite fenêtre rouge. En fait, c'est ce qui, tout à l'heure, a été nommé Room. Room, il veut dire une chambre qui contient des composants. Donc on voit que cette chambre, on peut modifier les dimensions, bien sûr. Et quand je déplace la chambre, tous les composants se déplacent ensemble. Donc aujourd'hui, étant donné que la carte n'est pas de grande dimension, je vais tout simplement supprimer ce carreau. Donc j'appuie tout simplement sur supprimer. Il n'y a pas vraiment de normes à suivre, juste le mieux en fait est de rapprocher les composants interconnectés le plus près les uns des autres. Bien sûr en minimisant aussi les intersections. Donc on voit ici que quand je déplace un composant, il y a des traits blancs ici qui se déplacent de composant en composant. Donc en fait ça indique les connexions les plus proches. Donc par exemple ici je vois que la résistance R2, les deux pins qui se rapprochent le plus de ces deux résistances sont les pins 3 et 4 de l'NE555. Mettre le circuit intégré, plutôt le circuit qui nous intéresse, au centre de la carte. Donc c'est pour ça que j'ai tout d'abord déplacé l'NE555. Ensuite je vais placer les composants comme les résistances et les capacités autour de l'NE555. Donc je place la résistance R2 à cet endroit-là. La résistance C1, qui est une résistance de découplage placée entre la pin 8 et pin 1, je la place juste au-dessus. La pin P1 qui va être l'alimentation, je la place au-dessus de C1. Donc ici, pour la rotation des composants, comme dans le schéma PCB Lib, il suffit de maintenir en clic le composant et d'appuyer sur espace. Donc voilà. On remarque aussi que quand je déplace un composant et que je le superpose avec un autre composant, les composants ici, on le voit, ils deviennent verts. La couleur vert indique une collision, ou plutôt une erreur. C'est-à-dire que ou bien deux composants sont en train de se superposer, ou bien les pattes sont en contact. Donc cela indique un court-circuit. Le connecteur P2, qui est notre sortie, je vais le placer juste ici, étant donné que la résistance R2 est juste à la sortie, et nous avons une pin à la masse. Ici, je vais prendre le condensateur C2, et chercher un endroit plus adapté, donc ici. Donc on voit ici que le condensateur C2 est relié à C1 par ici, et il est relié à l'NE555 à la pin 2.
Donc, en général, par souci d'économie, on a toujours tendance à essayer de minimiser les dimensions de la carte. Cela permet de minimiser les connexions et les distances entre ces connexions. Le fait de minimiser les distances entre les connexions permet d'économiser du cuivre. Donc, j'ai arrangé mes composants de cette manière. Une autre personne pourra les arranger d'une autre manière. Comme je l'ai dit, il n'y a aucune norme qui impose un arrangement bien spécifique. En général, ce que je conseille souvent, c'est de placer les connecteurs toujours à l'extérieur de la carte, c'est-à-dire au niveau du contour de la carte. Par exemple, ici, vous voyez que P2, je l'ai placé tout à droite. Parce qu'en général, c'est vrai que c'est simple d'accéder à ces connecteurs quand elles sont présentes au bord de la carte. C'est vrai que placer le connecteur P1 par exemple à ce niveau-là, ça ne nous permet pas d'accéder à cette connexion d'une manière simple. Donc le plus simple, c'est toujours de placer les connecteurs au bord de la carte. En parlant de bord de la carte, ce que je vais vous montrer maintenant, c'est comment dessiner le contour de la carte. Donc certains vont commencer d'abord par le routage, c'est-à-dire les liaisons entre les composants. D'autres préfèrent déjà délimiter la carte et ensuite faire le routage. Donc pour la limite de la carte, vous voyez en bas, nous avons une barre d'outils avec plusieurs boutons de différentes couleurs. Par exemple, Top Layer, Bottom Layer, Mechanical, Top Overlay, Bottom Overlay, Top Path. Et elles sont représentées de couleurs différentes. Par exemple ici, le jaune, il fait référence à tous ces contours des composants qui ont été insérés. Donc elle se trouve sur la Top Overlay. Top Overlay, c'est la surcouche supérieure, c'est-à-dire c'est une couche en général sur les cartes électroniques. On voit que les composants sont dessinés au-dessus de la carte électronique. En fait, ils sont dessinés sur cette couche qui est la couche Top Overlay. Nous, pour le contour de la carte, nous allons passer sur la couche Keep Out Layer. Donc je clique sur Keep Out Layer et on voit que la couleur ici, elle a changé. Elle est passée en pourpre. Donc maintenant que je suis dans cette couche, je vais, comme d'habitude, pour dessiner ou placer un composant, aller cliquer sur Place. Je vais prendre une ligne et dessiner un carré ou n'importe quel polygone. Ici, une fois en général qu'on finit notre polygone, nous devons toujours nous assurer que le contour de la carte est bien fermé. Parce que l'interface ne nous permet pas de définir le bord de la carte si le contour n'est pas fermé. En général, il va nous présenter un message d'erreur. C'est pour ça que quand on dessine les lignes au niveau de l'intersection, il faut toujours s'assurer qu'il y a un rond qui apparaisse au niveau de l'intersection. Par exemple, on voit ici, le contour il se touche peut-être, mais il n'est pas fermé. Donc, voilà. Quand je place le curseur sur la ligne, le petit cercle apparaît. Cela indique qu'il y a un que le contour est bien fermé. Donc ce que je vais faire, je vais me rapprocher un peu plus du connecteur. Faire un double clic. Pour sortir de la fonction, pour éviter qu'il continue à dessiner, je fais un clic droit. Et ensuite, j'appuie sur Échappe. Donc maintenant, je ne suis plus en mode dessin. Ce que je vais faire, je vais me recentrer maintenant sur ma carte. Donc je vais faire un zoom au mieux. Et je vais arranger les parties dépassantes. Par exemple ici, cette partie elle dépasse. Donc je vais essayer de la restreindre à ce niveau-là. Voilà. Bon, après c'est vrai que pour le découpage de la carte, c'est mieux qu'on ait des angles droits et pas des inclinaisons, pas de chanfrein au niveau des coins. Il va nous donner ses propriétés. Donc je refais un zoom au mieux. Donc là, nous avons en pourpre le contour de notre carte. Maintenant, la fonction qui va nous permettre de découper notre carte, elle se trouve dans l'onglet Design, Board Shape, et la méthode la plus simple est de cliquer sur Define from Selected Object. Donc c'est définir le contour de la carte à partir d'objets sélectionnés. Donc avant de cliquer sur ce bouton, nous devons tout d'abord sélectionner le contour. Donc une méthode qui est aussi simple, au lieu de chaque fois sélectionner une par une les lignes, ce qu'on va faire, c'est toujours en restant sur la couche Keep Out Layer, aller dans Edit, Select, All on Layer, c'est-à-dire tout ce qui se présente sur la couche. Donc on va sélectionner ici tout ce qui se présente sur la couche Keep Out Layer.
Et on voit qu'ici, il n'a sélectionné que le contour dont j'ai besoin. Maintenant, je peux m'occuper du contour de la carte en sélectionnant à partir d'objets définis. Donc, je clique sur Define from Selected Object. Donc, on voit ici que ce qui est hors de la carte est devenu gris, et il ne nous reste plus que notre carré qui représente la carte quadrillagée. Donc, pour faire apparaître la carte à ses couleurs naturelles, il suffit d'aller dans l'onglet PCB en bas à gauche, choisir par exemple Net, et on voit que la carte redevient de couleur normale. Pour passer en mode 3D, il y a deux méthodes, ou bien Vue, on va dans View, on passe en mode 3D, on va rester en 2D. Maintenant, notre carte a été redéfinie. On voit ici les contours, ils sont restreints seulement à nos composants. Donc nous allons maintenant passer au routage de la carte. Le routage, en fait, c'est établir les connexions entre chaque patte des composants grâce à des pistes en cuivre. Donc pour cela, il suffit d'aller dans Auto Route. Donc nous allons faire un routage automatique. Sinon, la méthode usuelle ou manuelle serait d'aller dans Place et Interactive Routing. Donc c'est routage interactif. Le routage interactif, c'est quoi? C'est le fait de placer des lignes manuellement. Donc, avant de placer les lignes, il faut toujours s'assurer que nous sommes bien sur la bonne couche. Dans la plupart des tutoriels do-it-yourself, qui consistent à fabriquer des cartes soi-même à la maison, les cartes sont réalisées à simple couche sur la couche inférieure. Quand je dis la couche inférieure, donc je vais passer en mode 2D en 3D pour vous indiquer cela. Donc, pour faire retourner la carte, j'appuie sur Shift et clic bouton droit. Donc on voit ici que les composants sont sur la face supérieure et sur la face inférieure seront établies les connexions. Donc c'est pour cela qu'en général nous utilisons la couche bottom layer qui est la couche inférieure. Je repasse en mode 2D. Donc pour faire le dessin interactif, il suffit de cliquer sur bottom layer et nous avons le raccourci ici Interactive Route Connection et je clique de connexion en connexion. Donc on voit ici la connexion est établie, le trait transparent, le petit trait blanc a disparu. Donc nous pouvons faire un routage assez rapide, par exemple comme celui-là. Un double clic pour assurer la connexion. On voit que tant que la connexion n'est pas établie, le trait en bleu reste transparent. Vous voyez, j'ai cliqué une fois, mais ça ne veut pas dire qu'il a été connecté. Donc il faut cliquer une deuxième fois, et la couleur devient bleue. Une fois que j'appuie sur Échappe, seule la ligne reste, et le trait fin a disparu. Donc je vais laisser ces quelques connexions établies. Ce que je vais vous montrer, la méthode la plus simple et la plus utilisée aussi, c'est l'autoroute, c'est-à-dire le routage automatique. Donc il suffit d'aller dans l'onglet Autoroute, All, c'est-à-dire tous les routages. Mais avant de faire le routage automatique, il faut tout d'abord établir des règles. Donc pour cela, nous allons dans Edit Rules, c'est-à-dire éditer les règles. Normalement, à l'état d'origine, vous devriez vous retrouver sur cette fenêtre. Étant donné que j'ai déjà fait des modifications, c'est pour ça que je n'étais pas venu sur la même fenêtre au début. Donc nous, les relations que nous allons faire, les règles plutôt que nous allons établir, se retrouvent dans l'onglet Routing. Je vais faire en sorte que nous soyons sur la même longueur d'onde. Donc l'épaisseur de piste, on la sélectionne dans Width, qui veut dire épaisseur. Et ici, par défaut, on voit que les épaisseurs sont à 10 milli-inch, 10 milli-inch, 10 milli-inch. En général, si vous allez essayer de faire une carte chez vous à la maison, l'épaisseur de piste se doit d'être un peu plus épaisse pour que le résultat soit bien fiable. Donc en général, du 30 milli-inch est bien suffisant. Donc on voit ici, il nous donne l'épaisseur minimale, l'épaisseur préférée et l'épaisseur maximale. C'est-à-dire en fait, quand il le peut, il va donner une épaisseur max. Sinon, de préférence, il va toujours passer en 30. Et le minimum qu'on peut lui permettre sera donné ici. Mais quand je vais imposer une seule dimension sur toute les pistes, c'est-à-dire 30 milli-inch pour quel que soit le cas, je clique sur Appliquer afin de valider ces modifications. Ensuite, il y a la topologie de routage.
topologie de routage nous propose plusieurs topologies, c'est-à-dire on voit que toutes ces pattes sont reliées entre elles. Donc il nous propose ici shortest, qui veut dire le plus court. En fait, il va proposer des connexions avec les pattes les plus proches. Ensuite, nous pouvons choisir le mode horizontal, c'est-à-dire un maximum de connexions sera fait horizontalement, ou bien vertical, ou bien en choisissant un contour externe, ou un contour passant par le milieu. Sinon, il y a Starburst, qui est en étoile, c'est-à-dire on a une source au milieu, et tout le reste sont des récepteurs. Donc nous, on va se contenter du chemin le plus court. J'applique. Ensuite, le paramètre qui m'intéresse aussi, c'est Routing Layer, c'est-à-dire les couches de routage. Ici, on voit qu'il nous propose un routage sur double couche, c'est-à-dire nous allons avoir des pistes en cuivre sur la couche inférieure et des pistes en cuivre sur la couche supérieure. En général, ce travail nécessite un peu plus de minution au niveau du travail et est plus compliqué à réaliser. Donc c'est pour ça que je ne vais laisser que le bottom layer coché et je décoche top layer. J'applique. Essayez par vous-même les autres paramétrages et verrez par vous-même les différences que cela apportera. Donc nous, les configurations que nous avons faites, elle est assez basique. Donc avant de sortir, je clique sur appliquer, ensuite OK. Maintenant que nous avons établi les règles, il ne reste plus qu'à cliquer sur Route All. On voit ici, bon, le traitement a été très rapide, et on voit ici qu'il y a deux pistes en vert qui sont apparues. Donc ça, c'est message afin de nous informer concernant l'avancement du routage. Et maintenant, je vais me focaliser sur ces deux traits verts. Ces deux traits verts, cela veut dire quoi? C'est-à-dire que j'ai deux pistes qui sont fausses. Quand je dis fausses, je ne veux pas dire qu'elles sont fausses par rapport à notre schéma, mais elles sont fausses par rapport aux règles que nous avons imposées. En effet, si vous vous souvenez, les épaisseurs préférées, l'épaisseur de piste que nous avons imposée était de 30. Or celles-là, par défaut, elles sont de 10. Donc, ou bien nous les modifions une par une, on fait un double clic dessus, et il suffit ici à ce niveau-là de la modifier. Je vais mettre 30, et on voit que la piste est redevenue bleue. Donc je vais modifier celle-là aussi. Je vais la mettre à 30. 30. Et 30. Donc voilà, maintenant, tous nos composants sont connectés grâce à des pistes en cuivre. Je vais passer maintenant en mode 3D afin que ce soit plus facile à visualiser. Donc sur cette face, nous avons nos composants. Je vais retourner la carte, donc je vais faire Flipboard. Et de l'autre côté de la carte, nous avons les pistes. Je reviens en vue normale. Je passe en mode 2D. Maintenant, je vais vous montrer comment imprimer notre typon. Plutôt, vous montrer comment extraire les documents qui vont nous permettre d'imprimer notre typon. Donc, nous allons dans File, Fabrication Output et Final. Donc, on voit que dans Final, il nous propose un document PDF qui possède plusieurs couches. Donc, par exemple, ici, nous avons ce typon représente l'emplacement des pattes. Ce typon représente la couche inférieure en cuivre. Ce typon représente le top overlay. Donc, on voit bien que c'est seulement l'emplacement des composants sans leurs pattes. Et ainsi de suite. Donc ça, c'est les différentes couches intermédiaires dans notre carte électronique. Et ici, par exemple, nous avons, selon les formes qui sont représentées, c'est la forme des perçages à exécuter. Et ces points, c'est l'emplacement des perçages à exécuter. Donc voilà, nous avons fini notre projet PCB. Je vous remercie, j'espère que ce tutoriel vous a été utile. Dans une prochaine vidéo, je vais vous montrer comment réaliser une bibliothèque intégrée, c'est-à-dire une bibliothèque externe que nous pourrons utiliser dans d'autres projets. Car en fait, ici, les bibliothèques que nous avons réalisées dans les deux premiers tutos ne sont exploitables que dans ce document. Dans les prochains tutos aussi, je vais vous montrer comment intégrer un élément en 3D. Par exemple, ici, la note 555, en plus de l'emprunt,
j'ai rajouté un élément 3D. C'est pour cela que dans mon travail final, quand je passe en mode 3D, j'ai le composant NE555 qui apparaît. Donc dans l'attente des prochaines vidéos, je vous souhaite une bonne journée ou bonne soirée, cela dépend à quelle heure vous êtes en train de travailler. Bien sûr, avant de partir, on enregistre. Merci et à bientôt.